Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Mon relais Salam Adaba. Ti nom c'est Assou. Moi c'est narratrice Infocom Créole. Jounen jodi a, m'da souhaiter nous la bienvenue dans la rubrique d'histoire nous. Naturellement, c'est pas nous-mêmes qui fait recherche yo. C'est yon nan bon contact moi qui relè monsieur Jacques Casimir que me respecte en pile. C'est un grand historien qui voyageait tout côté dans le monde nan pour le vérifier, pour le valider information yo avant le pote yo ban nous. Pour nous montrer l'appréciation nous sur recherche li, nous décider exposer vérité yo. Malheureusement, information yo écrit en français. Puis devant n'a regardé pour nous ouais, si nous ka traduit toute information yo en créole. Comme ça, tout haïtien a comprendre ça qui t'est passé pendant la guerre d'indépendance d'Haïti. Nous espérons que nous pourrons apprécier tout gros travail qui t'est fait là, pour nous comprendre côté nous sorti, et puis pour nous connaître côté nous aller. Merci et bonne écoute. Alexandre Pétion, Haute trahison. Première partie par M. Jacques Casimir, pasteur d'Amoulio. Pour comprendre l'échec et la décadence après la révolution haïtienne, qui avait pourtant apporté tant de promesses de liberté, d'égalité, de fraternité, d'autosuffisance et un état de droit, que faut-il pour comprendre cela? Certaines décisions de certains protagonistes et auteurs de cette merveilleuse épopée nous ont emmenés au désastre. Dans une série de 3 cours, nous allons démontrer avec des documents, des archives et des preuves à l'appui comment Alexandre Pétion et son successeur Jean-Pierre Boyer ont œuvré à cette catastrophe. Ce questionnement de l'histoire fera scandale et engendra plus d'un. Beaucoup de gens aiment Alexandre Pétion. Mais la passion ne doit pas être mise au-dessus de la vérité. L'histoire est ce qui a été. Aucun humain ne peut empêcher d'être fait accompli ce qui a existé et ce qui a été vécu par les hommes. Certains n'ont pas compris, ne comprennent pas et ne comprendront jamais que rien ne pourra arrêter la marche de l'histoire, quitte à nous embarquer par leurs actions dans l'histoire sans fin d'une catastrophe annoncée. Alexandre Pétion est mort il y a exactement 200 ans. Même le pas inexorable des années n'a pu faire oublier la capitulation et la haute trahison qu'il a commise en acceptant de négocier avec les envoyés de Louis XVIII pour payer une dette de l'indépendance en échange de la reconnaissance de ses anciens maîtres. Cette haute trahison a eu pour conséquence la faillite économique d'Haïti qui n'a jamais pu se relever et dont nous subissons encore aujourd'hui les conséquences. Ni Christophe, ni aucun des autres généraux de la guerre de l'indépendance n'ont voulu entendre parler de négocier quoi que ce soit sur le fait accompli de l'indépendance d'Haïti. Comme le disait Sun Tzu, philosophe et général chinois au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans une forteresse assiégée, toute dissidence est une haute trahison. Alexandre Pétion était le seul dissident d'Haïti assiégé, qui négociait l'indépendance du pays avec la France, donc incontestablement le traître. Ces paroles de Sun Tzu ont été reprises plus tard par saint Ignace de Loyola au XVIe siècle. Lorsqu'en octobre 1816, Louis XVIII renouvela ses démarches pour obtenir la reconnaissance de son droit de suzerain sur Haïti, le président Alexandre Pétion, selon ses habitudes, convoqua au Palais national les citoyens notables et les hauts fonctionnaires de l'État pour leur soumettre les propositions du roi de France. Jacques Nicolas Billaud Varenne, ancien compagnon de Robespierre et jacobin français, déporté en Guyane puis réfugié en Haïti, se trouva à La Réunion. Il dit au président assez haut pour être entendu de toute l'assistance: la plus grande faute que vous ayez commise dans le cours de la révolution de ce pays, c'est de n'avoir pas sacrifié tous les colons jusqu'au dernier. En France,
Nous avons fait la même faute en ne faisant pas périr jusqu'au dernier des Bourbons. C'était une façon de dire publiquement à Pétion de ne pas s'agenouiller. Malgré tout, il a accepté de cautionner plus de 300 ans d'esclavage, de génocide et de brutalité sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il s'est lui-même trahi en acceptant de payer une dette de l'indépendance à la France au nom du combat qu'il a mené. Ces archives authentiques démontrent l'ampleur de la propagande sur le sort des colons de Saint-Domingue et apportent la lumière, encore une fois, sur l'immensité de la falsification historique. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. L'une des plus grandes erreurs de Dessalines était de laisser partir les génocidaires, puisque les morts ne réclament pas d'indemnité ni de dette de l'indépendance. Qui étaient les notables présents à cette réunion? Parmi eux se trouvaient Frédéric Martin, Lapré, Balette, Durive. Tous des anciens militaires français qui ont combattu à Waterloo dans les armées de Napoléon. Ils étaient tous des demi-soldes encore payés par l'armée française, donc toujours au service de la France, et Pétion le savait. De là, nous nous posons la question. Pascal Sabet, alias Alexandre Pétion, était-il un agent double au service de la France? L'indépendance d'Haïti n'a pas été reconnue par le Concert des Nations et ne pouvait pas officiellement commencer par des actes de révolte à l'international. Dessalines l'avait très bien compris et pour permettre à la jeune nation de se consolider de l'intérieur, il avait fait rédiger, par Juste Chanlatte, la clause de neutralité qui a donné suite à l'article 36 de la première constitution du pays qui stipule ceci. L'empereur ne formera jamais aucune entreprise dans la vue de faire des conquêtes, ni de troubler la paix et le régime intérieur des colonies étrangères. La clause de neutralité de Jean-Jacques Dessalines. Pour votre gouverne, cette clause que les historiens n'ont pas révélée était une série de mesures législatives, constitutives et de décrets dans le but de faire reconnaître Haïti comme un pays neutre. Elle a été reprise 70 ans plus tard, en 1875, par le président haïtien Michel Domingue et le président dominicain Ignacio González lors de la rencontre de Cabeza-Cachon en vue d'élaborer une entente de réciprocité et de faire reconnaître à l'international la neutralité des deux pays dans le but de les soustraire dans le jeu macabre des grandes puissances. La chute de Michel Domingue en 1876 a mis fin aux négociations. Après l'assassinat de l'empereur, Pétion a fait fi de tout cela. Il a annulé la première constitution du pays. Influencé par le libéralisme français, il divise les grandes plantations en domaines qu'il distribue à son entourage, à des militaires non en service et à des Français réfugiés en Haïti, contrairement à Dessalines qui voulait un lopin de terre pour chaque citoyen. Dégagé de l'obligation de fournir une production excédentaire aux propriétaires terriens, les Haïtiens se contentent de produire les quantités nécessaires pour répondre à leurs besoins. L'économie connaît alors une période de déclin accompagnée d'une inflation galopante. C'est la première crise économique de la jeune République qui deviendra perpétuelle. En acceptant de négocier la souveraineté du pays, Alexandre Pétion a marchandé les droits inaliénables du peuple haïtien, sa liberté et son indépendance. Face à ces agissements ambigus sur le fait accompli de l'indépendance d'Haïti, le baron de Vasty, qui accusait Pétion d'être un traître, eut à dire ceci. La vérité ne se noie jamais. On a beau la plonger, elle surnage toujours sur l'eau. Dans une série de lettres échangées entre Alexandre Pétion, d'Auxion Lavaïs, le roi de France, et le comte de Beugnot, ministre de la Marine et des colonies successeurs de Malouet, que nous avons trouvé à la Bibliothèque nationale de France,
un des extraits évocateurs prouve que Pétion s'est bien mis à genoux devant Louis XVIII. Cette lettre au souverain de France se termine ainsi. Je regrette, après avoir pris lecture des dépêches de votre Excellence, qu'elle n'ait pas entrepris elle-même le voyage du Port-au-Prince, où j'eusse été plus à même de pouvoir communiquer sur la nature et l'étendue de sa mission. C'est la démarche que je prends la liberté de lui conseiller, la franchise et la loyauté qui ont toujours été la base de toutes mes actions, garantissant votre Excellence qu'elle trouvera parmi nous cette urbanité et ces égards dus à sa personne, au caractère distingué dont elle est revêtue et au respect envers le souverain duquel émanent ses ordres. Je prie votre Excellence de vouloir bien agréer les sentiments de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être très humble et très obéissant serviteur. Signé Alexandre Pétion. Comment un chef d'État digne de ce nom, chef d'un pays libre, peut-il s'exprimer comme humble et très obéissant serviteur d'un autre chef d'État? Ces documents inédits, qui peuvent être consultés par tous, démontrent la lâcheté et la soumission de Pétion. Cette partie de l'histoire prouvée a été cachée pendant près de 2 siècles. Pourquoi? À titre de comparaison, voici la réponse de Christophe envoyée à Louis XVIII. Proclamation du roi Henri-Christophe du 18 septembre 1814. Nous déclarons solennellement que nous n'accepterons aucun traité, aucune condition capable de compromettre l'honneur, la liberté et l'indépendance du peuple d'Haïti. Fidèles à notre serment, nous nous ensevelirons sous les ruines de notre patrie plutôt que de laisser porter la moindre atteinte à nos droits politiques. Le premier surplus budgétaire laissé par Dessalines, qui pouvait financer les programmes sociaux et aider la population, a été mis par Pétion au service de Bolivar et de Miranda pour libérer l'Amérique du Sud du joug colonial. Il a fallu un long combat de Saint-Rémy-les-Cailles pour obtenir le décret accordant une pension à Madame Dessalines, ce que Pétion a longtemps refusé. Tandis que partie restante, dans les mains de Christophe, a financé l'éducation, les infrastructures de défense dans le nord du pays. On peut dire et reconnaître sans embâche, sans cette assistance donnée généreusement par Pétion, Simon Bolivar eût été vaincu, un oublié de l'histoire. Mais la force de cette aide l'a rendu célèbre en libérant l'Amérique du Sud de l'emprise coloniale de l'Espagne. Quel est le coût politique de cette aventure? Financer cette guerre contre l'Espagne en Amérique du Sud a été une décision catastrophique, en violation avec les principes de Dessalines qui avait proclamé la neutralité d'Haïti. Cet acte de Pétion a raidi la position des autres puissances coloniales encore esclavagistes contre Haïti. Le mythe du péril haïtien contre les colonies esclavagistes s'est confirmé. Pour protéger leurs intérêts, les grandes puissances de l'époque ont décidé d'isoler Haïti et l'étrangler économiquement. Pour la punir encore plus, par le traité de Paris, le 30 mai 1814, la partie espagnole de l'île d'Haïti, déjà proclamée indépendante par Dessalines, fut rétrocédée à l'Espagne par la France. La loi Logan, qui mettait l'embargo sur Haïti, fut renforcée par le président des États-Unis, James Madison, craignant une agitation chez les esclaves aux États-Unis, sponsorisée par Haïti. Le code civil haïtien que Pétion commençait à imposer n'est que la copie conforme du code Napoléon que nous héritons encore aujourd'hui, le symbole même de l'oppression et de la soumission coloniale. À comparer le code civil haïtien et le code civil français, on se croirait dans un tribunal de France. Même les virgules sont de la même hauteur. Ils ne correspondent nullement aux aspirations et à la société haïtienne. Tandis que le code Henri,
en vigueur dans le nord du pays, de 1812 à 1820, reflétait mieux le mode de vie et la culture haïtienne. Pour bien comprendre le gouvernement d'Alexandre Pétion, il existe un document longtemps combattu par ceux qui croient que leur passion pour ce président doit être au-dessus de la vérité. Ce manuscrit révélateur a été écrit par l'auteur Lauriston Cerisier. Le titre « Biographie d'Alexandre Pétion ». Pourquoi les historiens ne parlent pas de ce témoignage? Et pourquoi ce nom et ce titre ne font pas partie de l'historiographie haïtienne? Le temps où notre croyance historique était traditionnelle, parce que nos grands-pères et nos pères ont cru, est révolu. Ce qui a été est, ce qui est et ce qui sera, sera. Tôt ou tard, l'histoire finit toujours par nous rattraper, surtout quand il y a des documents, des preuves et des archives pour révéler nos actes. La connaissance de l'histoire, c'est la conscience, et la politique, c'est l'action. Si nous connaissons notre histoire, nous prendrons conscience de nous-mêmes et nous agirons en conséquence par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est ce qui fait peur à plus d'un. Amen. Par M. Jacques Casimir, pasteur d'Amoulio. Nous défendons
Combien de monde qui d'accord pour nous avec moi? Combien de monde qui d'accord pour nous Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Tout le monde est allé. C'est à la veille fait pour essayer de faire belle. Je tiens à vous annoncer 17 octobre, notre pays, sous place, Chemin le Père Blanc, pour s'en ligne de nous.